il m'incombe la tâche de traiter ce patient qui chauffe. Alors, le patient qui chauffe, on a d'emblée un biais cognitif. On a tous un jour ou l'autre eu de la fièvre. Nos mamans se sont tous occupées de nous. La société entière sait ce que c'est qu'une fièvre. Et pour la société entière, la fièvre, c'est une infection. Et il faut traiter cette infection. Et il faut faire baisser la fièvre. On a un biais cognitif absolu en ce qui concerne la fièvre. Donc là, c'est simplement mes déclarations d'intérêt. Vous les avez jusqu'au petit déjeuner au croissant près sur transparencegouv.fr, comme pour tout médecin. Et effectivement, mon patient chauffe, c'est typiquement votre garde du samedi soir, hein, c'est Saturday Night Shift Fever. Et ce samedi soir, vous avez cadré vos patients, vous avez fait votre tour, vous avez regardé les constantes, vous avez bien assimilé toutes les histoires patients, vous avez réglé les choses pour que tout passe crème, que votre garde soit tranquille, même si on est tous payés pour, hein, ça c'est pas un souci. Et vous partez vous coucher, le relais infirmier se fait, l'équipe infirmier de nuit arrive, commence à tourner, à voir ses patients la nuit, et c'est là que les ennuis commencent. Effectivement, vous allez avoir les appels « Mon patient chauffe »,« Mon patient ne va pas bien », celui-là c'est un des plus terribles. « Mon patient chute sa tension »,« Mon patient respire mal »,« Mon patient ne pisse plus » et « Mon patient est agité ». Il y en a d'autres aussi, hein, « Mon patient a été catapulté du lit ». Bon. Il y a tout ce qu'on veut, on peut tout voir, mais ça c'est le florilège habituel. Et « Mon patient chauffe » est un grand classique. Toujours pareil. Là, il y a une deuxième chose. Vous êtes familier avec le manifeste Zentensivist, les amis américains, Josh Farkas et autres. C'est cet esprit de... On est médecin, on a été formé avec un autre biais cognitif qui est on doit agir. Il se passe quelque chose, il y a une anomalie, on monitore quelque chose, on surveille quelque chose, on relève un paramètre. Ce paramètre sort de quelque chose qu'on a appris pendant nos études comme étant la norme. En tant que médecin, l'infirmière va nous le rapporter, mais en tant que médecin, on a un biais cognitif, on veut agir dessus, on veut ramener un paramètre dans la norme. D'où le danger de monitorer, le danger de relever les choses. C'est que plus vous monitorez des choses, plus vous allez vouloir agir sur ces choses, à tort ou à raison. Et la fièvre n'échappe effectivement pas à ce biais cognitif. Mon patient chauffe donc. Mon patient chauffe, ça veut dire qu'il a de la fièvre. La fièvre, la définition standard, la plus reconnue, c'est plus de 38,3. C'est la pyrexie et non l'absence de pyrexie, non la pyrexie. Et il faut juste retenir quand même que certains patients sont considérés comme ayant de la fièvre avec moins de plus de 38,3, notamment les patients qui ne sont pas capables d'avoir cette réaction fébrile, les patients qui sont sous immunosuppresseurs, les patients qui sont neutropéniques et les patients âgés. Donc, mon patient chauffe, tout de suite, là vous allez évoquer plein de choses dans votre tête. Vous avez eu le coup de téléphone, vous n'êtes même pas encore arrivé dans la réanimation, vous êtes tout juste en train de sortir du lit, en train de vous creuser la tête. Vous avez un a priori, forcément, et cet a priori devrait être ces choses-là qui vous passent par la tête. Ces choses-là vous passent par la tête, ça c'est une étude qui avait repris plus de 30 000 patients dans 13 études qui rapportaient les cas, les étiologies de fièvre en réanimation. Et là, ce nuage de points-là, c'est un nuage de points proportionnel au pourcentage que représentent ces étiologies dans toutes ces études-là. Et ce qui vous saute aux yeux, et donc ce qui va tout de suite vous venir en tête, c'est infectieux, pneumonie, respiratoire, au sens large. Certes, il y a des étiologies plus rares. Alors là, c'est de la réanimation tout venant. Là, vous voyez, au milieu, il y a post-opératoire qui n'est pas très important. Moi, dans une réanimation chirurgicale, il y a un biais de recrutement. Forcément, le post-opératoire risque d'être quand même au premier plan. Mais toutes les autres choses, il y a des choses qui sont absolument ponctiformes là-dedans. Les choses classiques comme thrombose veineuse profonde, médicaments, etc. C'est des faibles pourcentages. On est dans le 1%, 2%, 3%. Oui, sur 33 000 patients, ça va quand même être conséquent. Mais quand vous vous réveillez, quand vous sortez de votre lit, ça va vous vraiment arriver à votre esprit et vous allez penser à ces étiologies-là.
1. Se débarrasser des situations où vous devez non seulement sortir de votre lit, mais vous devez là, pour le coup, vraiment agir et agir vite. Ce sont les urgences diagnostiques et thérapeutiques, les vraies. Le sepsis et le choc septique, si on dit fièvre, on pense à infection. Si on pense à infection, qu'on est en réanimation, on évoque forcément le sepsis et le choc septique. Et des études de choc septique et des définitions de sepsis et de choc septique, les dernières, sepsis 3 notamment, il en ressort que s'il y a une dysfonction d'organe qui apparaît chez un patient ou une dysfonction d'organe qui était déjà présente et qui s'aggrave, vous devez évoquer l'infection et une suspicion d'infection fait passer ces défaillances-là ou cette défaillance-là ou cette aggravation de défaillance-là. C'est ça qui définit le sepsis et ensuite avec les critères de choc, vous passez en choc septique. Donc vous voyez que la fièvre, dans ce contexte-là, c'est un patient avec défaillance ou qui aggrave ses défaillances, va vous définir sepsis ou choc septique. C'est reconnu par la Surviving Sepsis Campaign. Vous voyez que la fièvre, c'est un mode d'entrée en infection possible. Et infection possible, on différencie patient choqué et patient non choqué. Patient choqué, infection possible égale sepsis, choc septique. Choc septique, c'est encore au jour d'aujourd'hui l'indication de l'antibiothérapie probabiliste dans l'heure. Et le bilan dans l'heure, un bilan infectieux minimal avec hémoculture, avec prélèvement orienté, et recherche d'un foyer éradicable, hein, si c'est une péritonite, si c'est un foyer où on pourrait réellement enlever le focus infectieux, enlever la charge bactérienne et changer le pronostic. Et ça, c'est à faire dans les 6 heures. Ce qui n'est pas le cas, toujours fièvre, toujours évocation d'infection, toujours dans le cadre d'une défaillance possiblement présente, mais patient non choqué. Là, la différence, c'est que la Surviving Sepsis Campaign a récemment, ça, ce sont les guidelines récents de 2021, qui sont parus il y a à peine un mois. Là, ils reconnaissent qu'on n'est peut-être quand même pas dans l'heure. On peut attendre 3 heures, et dans ces 3 heures-là, il faut chercher effectivement à affirmer ou rendre encore moins probable le diagnostic d'infection. Et on a 3 heures où on peut faire un peu plus de prélèvements, un peu plus de bilan d'orientation. Et si on a quand même cette suspicion d'infection et donc de sepsis, cette fois-ci pas choc septique, là, on peut encore faire les antibiotiques dans les 3 heures sans gréver le pronostic. Choqué, non choqué, ça revient, c'est vraiment ce qui différencie les choses en réanimation. Alors, toutes ces urgences-là, l'infirmière ne vous appelle pas parce que le patient chauffe. L'infirmière vous appelle parce que le patient, justement, ne va pas bien, chute sa tension, ne respire plus bien, respire mal, ne pisse plus, ou encore même est agité. Ce ne sera pas la fièvre au premier plan, pas pour un appel, on ne vous interpelle pas comme ça pour un sepsis, un choc septique, un purpura fulminans, une dermohypodermite bactérienne. Donc, mon patient chauffe, on en revient là. Mon patient chauffe, fièvre en réanimation, suspicion d'infection, donc fièvre, diagnostic, critère ou signe diagnostic d'une infection en réanimation. On a dit respiratoire, on a dit pneumonie, on a dit pneumonie acquise sous ventilation mécanique. Ça, c'est l'exemple de la fièvre comme signe, la valeur de la fièvre comme signe d'infection et notamment comme signe de diagnostic d'infection de pneumonie acquise sous ventilation mécanique. Il n'y a pas de gold standard. Les seules études où on a pu comparer la suspicion diagnostique au diagnostic confirmé, ce sont des rares études où il y a eu des biopsies pulmonaires, ce sont des anciennes études, et les rares études où ensuite, sur des séries autopsiques, on a pu voir le poumon et effectivement confirmer qu'il était bien infecté et que la suspicion de PAVM était bien une PAVM. Et c'est là qu'on a pu voir les valeurs des signes diagnostiques. La fièvre, les sensibilités et spécificités sont infâmes, dépassent à peine 50%, et le rapport de vraisemblance positif, c'est-à-dire en fonction de votre prévalence, en fonction de la fréquence de la chose dans votre service, ou la fréquence dans cet hôpital-là donné, ou sur ce type de population donnée-là, comment le risque est augmenté en fonction de ces signes-là. Et là, juste la fièvre isolée, on a de moins de 1, c'est-à-dire on est en train d'infirmer le diagnostic avec la fièvre, ce qui est étrange, jusqu'à un peu plus que 1, on est en train d'affirmer le diagnostic, donc c'est nul. Pour que la fièvre devienne un signe infectieux
de PAVM en réanimation, pour que ça serve à quelque chose, il faut que ce soit associé à un foyer radiologique nouvellement apparu ou qui s'intensifie et éventuellement hyperleucocytose et ou sécrétion purulente. Et donc là, on voit que ce package-là, incluant la fièvre, va passer à des sensibilités spécificités qui ne sont pas très bonnes, mais qui sont meilleures, et un rapport de vraisemblance qui est, là, pour le coup, démarre à peine à 1, mais peut monter jusqu'à 8. Et donc, effectivement, avec ce genre de package-là, qui inclut la fièvre, on peut augmenter une suspicion. Hein, si la prévalence était d'environ 8 à 10, ça c'était dans le réseau de surveillance Réa-Raisin en France, d'infection nosocomiale en réanimation. On peut passer simplement d'une prévalence de 8-10 à ensuite une suspicion infectieuse qui est de 20%. Vous voyez, c'est pas magique, mais c'est déjà, on est en train d'avoir un chemin diagnostique. Donc la fièvre comme diagnostic d'infection, c'est mauvais. Alors, on va essayer de préciser les choses. Ça, c'est les réflexes sans même réfléchir. 2 séries d'émoc, un prélèvement respiratoire, plus ou moins une bandelette urinaire, sans même vraiment raisonner. Oui, mais à quoi servent ces prélèvements? Quelle chance j'ai que ces prélèvements puissent m'apporter une information utile, soit parce que j'ai mis un traitement probabiliste et qu'ensuite je vais vouloir avoir une bactério et décrémenter, soit parce que je vais vouloir assez rapidement, dans les 24-48 heures, maintenant avec la spectrométrie de masse, on n'est pas obligé d'attendre 3 jours pour avoir une identification bactérienne. Donc là, vous voyez tout à fait en vert, là, moins de 5% sur fièvre isolée ou fièvre post-op, c'est-à-dire dans les 24 heures après chirurgie ou geste. Votre fièvre ne sert à rien, il ne sert à rien de faire des émocs là, elles ne seront pas contributives, elles ne vous apporteront rien. Pire, vous aurez une contamination que vous ne saurez pas forcément interpréter dans le contexte. Ça commence à devenir à peine intéressant, inférieur à 10-20% avec la PAVM, quelques PAVM qui peuvent être bactériémiques. Là où ça devient conséquent, c'est sepsis, ou un patient qui décharge réellement, fièvre plus frissons, les vrais frissons de décharge, ou alors certains foyers abdominaux, ou foyers profonds. Là, on a une chance qu'avec et le sepsis et ces foyers-là, on ait une information qui nous aide avant qu'on ait pu organiser une chirurgie ou une ponction orientée. Et évidemment, en cas de choc septique, en cas de certains foyers bien spécifiques comme méningite bactérienne, qui sont volontiers bactériémiques, ou alors pire des foyers vasculaires ou sur cathéter, là c'est évident que l'hémoculture va être rentable. Donc n'ayez pas ce réflexe, hein. Moi je ne vais pas avoir une conférence disruptive avec des nouvelles thérapeutiques, mais il faut s'astreindre à être disruptif dans ses habitudes. L'hémoculture, on ne peut pas dégainer ça n'importe où, n'importe quand. Tout bilan, tout prélèvement doit être raisonné. Celui-là ne servira à rien. Et donc on peut en tirer quelques raisonnements comme ça. Ça c'est une adaptation d'un raisonnement qui vient de collègues anesthésistes en anesthésiologie et un peu éclairci, je trouve, assez pragmatique. Vous avez à une extrémité du spectre surtout cette notion, le patient, son état clinique est inchangé. Pourquoi voulez-vous aller vous affoler sur un patient qui est parfaitement stable, dont aucun paramètre clinique finalement en dehors de la fièvre n'a changé? Pour ce patient-là, surtout si ça fait plusieurs fois qu'il sort des fièvres et on a déjà fait des bilans et il n'en est rien sorti, surtout si on est à proximité d'une chirurgie ou d'un geste dont on sait que ça peut générer de la fièvre en vulnérant les tissus, en libérant des danger associated molecular patterns qui vont aller faire la même chose au niveau cytokinique sur les centres régulant la fièvre. Dans ces cas-là, il n'y a pas de prélèvement nécessaire. Retenez-vous, vous allez avoir des hémocultures vont vous rendre des contaminants, vous n'allez plus savoir quoi en faire. À l'autre extrémité, toujours ce qu'on a dit, patient qui est instable, l'état clinique a changé forcément puisqu'il est instable, défaillance d'organes, décharge ou choc septique, là, on est à la fois trouver le foyer, identifier le foyer, faites les prélèvements foyer orientés et faites effectivement les hémocultures. Entre les deux, vous avez le patient qui éventuellement présente des signes en foyer, là vous voulez documenter, donc vous faites effectivement les prélèvements foyer dépendants. Si le foyer
et vasculaire, ici le foyer est un cathéter, donc là il y aura ce seront les hémocultures, et l'espèce de case où on ne sait jamais trop bien quoi faire, la première fièvre, hors chirurgie, d'un patient de réanimation, premier pic, vous allez sans doute faire des prélèvements orientés, chercher quelque chose qui pourrait être le foyer. Donc prélèvement foyer orienté, vraiment. Alors mon patient chauffe, j'ai fait mes prélèvements orientés, il n'est pas en choc septique. Si c'était cathéter, j'ai fait des hémocultures et sinon je me suis retenu de faire des hémocultures. Fais-lui quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? 1 gramme de paracétamol, le mettre dans un tunnel avec un drap mouillé, un peu de glace, un ventilateur pour le refroidir, ou alors on va lui mettre des vessies de glace sur les axes vasculaires. C'est un peu les réflexes. Les réflexes de quoi? C'est les réflexes de traiter la fièvre. Encore une fois, ce biais majeur, je suis médecin, je dois faire quelque chose, mon patient présente un symptôme, je dois agir sur son symptôme, ou alors mon patient présente une variation d'un paramètre hors norme, je dois ramener le paramètre dans la norme. Ça, on connaît bien. Donc, faut-il traiter la fièvre? Alors, il y a certaines fièvres qui sont délétères, à coup sûr, et délétères par l'intensité. Alors, si on continue dans la définition de la fièvre ou des fièvres, au-delà de 41 degrés Celsius, c'est ce qui est désigné comme étant l'hyperthermie. L'hyperthermie, nous, celle qu'on connaît bien en anesthésie-réanimation, l'hyperthermie maligne. Et effectivement, quand on regarde, alors là c'est assez incroyable, c'est une étude qui a été faite sur un demi-million de patients en Angleterre et dans le réseau Nouvelle-Zélande-Australie. C'est observationnel, c'est rétrospectif, mais c'est le premier pic fébrile, le premier pic thermique en réanimation. Et vous voyez que l'hypothermie, et ça on connaît, l'hypothermie en réanimation, une surmortalité, on monte même très haut, 3 à 4 fois, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est plutôt l'hyperthermie. Et l'hyperthermie, vous voyez qu'au-delà de 40 degrés, donc on est vers notre définition quasiment de supérieur ou égal à 41, proche, on s'en rapproche, c'est là que tout d'un coup on a vraiment l'augmentation de la mortalité. C'est heureusement pas très fréquent, on est sur du 2 pour 1000, 3 pour 1000, et par contre sur un demi-million de patients comme ça veut dire qu'il va y en avoir. Et c'est quoi? Nous, on doit évoquer en anesthésie-réanimation l'hyperthermie maligne, mais c'est un contexte bien spécifique, le syndrome malin des neuroleptiques, le syndrome sérotoninergique, parce que là, cette surmortalité-là, vous aurez remarqué que sur ce schéma-là, ce sont les patients non infectés. Non infectés et fébriles, voire complètement hyperthermes, plus de 40 degrés. Ça peut être extérieur, ça peut être environnemental, mais dans ce cas-là, le patient entre en réanimation pour le heat stroke, ou alors quelques cas rares endocriniens qui ont entraîné une dérégulation thermique, avec parfois au cours de la crise thyrotoxique, parfois au cours du phéochromocytome, parfois dans des insuffisances surrénaliennes aiguës. Traiter la fièvre aussi quand on est sûr que l'organisme, ou qu'il y a une situation où cette fièvre ne va pas être tolérée, ne va pas être tolérable, va gréver le pronostic à coup sûr. Ça, c'est plutôt codifié maintenant. C'est le coma après la récupération d'un rythme en post-arrêt cardiaque. Plutôt les extra-hospitaliers que les intra, plutôt les rythmes choquables que les non choquables, avec une cible, c'est-à-dire c'est le contrôle ciblé de la température, quitte à utiliser des moyens agressifs avec un monitorage, avec des traitements comme sédation, voire curarisation, pour que ce refroidissement et ensuite le réchauffement ne soient pas eux-mêmes délétères, même si une étude récente de Targeted Temperature Management, TTM2, une des plus grosses, qui est récemment parue et qui a montré que la survie à 6 mois n'était pas terrible. Donc il met un petit coup de pied dans la mare là, concernant ce sujet-là. L'autre cadre bien reconnu sont les traumatismes crâniens graves, avec là aussi une cible spécifique à ce cadre-là et des moyens appropriés. Plus ou moins certains AVC, plus ou moins l'état de mal épileptique. Est-ce qu'il faut traiter toutes les fièvres? Si on reprend l'étude du réseau Royaume-Uni et ANZIX, Nouvelle-Zélande, Australie, là on regarde les autres fièvres, c'était non pas les non-infectés, mais les patients infectés. Il y en a moins, il y en a quand même énormément puisqu'on est sur une étude immense. Et là vous voyez quelque chose qui est une idée qu'on avait en tête.
tous un peu, c'est que la fièvre du patient est peut-être une réponse normale à l'infection et peut être bénéfique. Et là, vous voyez la mortalité diminuer au fur et à mesure que la température augmente jusqu'à 39, 39,5. Après, il y a peut-être moins d'effets bénéfiques et on commence à revenir vers l'équimortalité. Donc peut-être que la fièvre, c'est le premier pic thermique dans les 24 heures d'entrée en réanimation, chez un patient infecté, c'est peut-être un normal, 2, c'est peut-être une réaction bénéfique. C'est quelque chose qui est connu scientifiquement depuis les années 1975. Avant, dès les années 1900, ça avait été tenté, mais un peu moins scientifiquement. Vous prenez un lézard qui régule pas sa température, qui sera à la température à laquelle vous le mettez, en température ambiante. Vous le mettez dans une température à 34 ou vous le mettez à 42. C'est des lézards qui sont infectés à bactéries à Gram négatif. La courbe de survie que vous voyez là, les températures élevées, donc ce qui correspondra à une fièvre, là, on est en survie maximale par rapport aux températures basses. Et ce n'est pas parce que ces bactéries se multiplient moins bien à haute température. Les bactéries qui infectent et sont capables de nous infecter, d'être pathogènes pour des mammifères, sont tout à fait capables de croître dans notre gamme de températures compatibles avec la vie humaine et des mammifères sur Terre. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Peut-être. Ce qui est peut-être en train de se passer, c'est que le sepsis normotherme, c'est-à-dire celui qui ne fait pas de fièvre, le sepsis qui reste apyrétique, est possiblement un sepsis avec une réaction inadaptée, avec déjà une immunosuppression, une immunodépression. C'est une des études en faveur de cela, qui ont suivi un des marqueurs cliniques qu'on peut utiliser. On peut utiliser quasiment en routine, presque dans tous les établissements, à vous suivre l'expression de HLA-DR sur les monocytes. Et cette expression d'HLA-DR, chez les patients fébriles, augmentait, chez les patients apyrétiques, n'augmentait pas. Et dans cette étude, les patients fébriles, avec l'expression d'HLA-DR qui augmente, donc, ces patients-là survivaient mieux que les patients septiques apyrétiques. Et pourquoi ? Possiblement, on le voit ensuite dans cette figure-là, parce qu'il faisait moins d'infections secondaires. Le patient fébrile fait moins d'infections secondaires que le patient apyrétique. Ça, c'est en faveur d'une immunodépression avec conséquence. Donc, il n'est peut-être pas normal et il n'est peut-être pas adapté à l'infection qu'un patient septique ne fasse pas de fièvre. Ça explique peut-être certains échecs. Il y a eu de multiples études pour traiter la fièvre. On adore traiter, toujours pareil. Un médecin, on veut agir, on aime traiter un patient, on aime ramener les symptômes. Et là c'était une des grandes études bien faites. Contrôle agressif, on va maintenir le patient normotherme. En fait, ils ont fait une méta-étude. Ils ont pris toutes les études randomisées contrôlées d'intervention sur fièvre et ils ont séparé les patients on les a maintenus normothermes rapidement. Vous voyez que le bleu, là, ça reste quasiment scotché à 37, versus on a traité la fièvre, mais on l'a laissé descendre un peu comme on veut. Ça ne change rien à la survie. Absolument pas. Et ça, c'est une méta-analyse pour résumer un peu les études. Vous voyez que toutes les études traversent à peu près la barre de l'équipotentialité. Et le résumé de ces études-là statistiques, c'est que intervenir sur la fièvre de patients infectés en réanimation ne change pas la survie. On ne va pas guérir les patients en traitant la fièvre. Une étude assez intéressante, c'était l'étude de Shortgun. Vous voyez qu'elle est quasi bénéfique, même elle a l'air bénéfique, sauf que là, ils ont mis la mortalité à 14 jours, pas à J28, qui était améliorée, parce que là, Frédéric Shortgun, c'est une néphrologue de formation. Tous les néphrologues savent que si vous baissez la température des patients, ils se vasoconstrictent, c'est ce qui se passe pendant la dialyse. Et là, elle a fait de la vasoconstriction par le refroidissement. En fait, les patients en choc septique étaient refroidis, c'était du Targeted Temperature Management du choc septique, et en fait, ça marchait, ils sevraient la noradrénaline plus vite. La mortalité à 14 jours était diminuée, on a longtemps entendu parler de cette étude, sauf que la mortalité à 28 jours, en réanimation, durée de séjour, ne changeait pas. Et effectivement, comme dans l'étude de l'immunodépression, ils n'ont pas suivi les marqueurs, mais ces patients-là faisaient plus d'infections secondaires. Il y a sans doute une immunodépression à vouloir corriger la température chez les patients infectés en réanimation.
Donc pour résumer un peu tous ces messages-là, la fièvre comme signe clinique en réanimation, comme signe clinique, oui, pour orienter un patient défaillant, le mettre dans la case sepsis, choc septique et agir vite et suivre les guidelines. Un patient stable, un patient qui n'a pas modifié ses foyers, qui n'a pas de nouveau foyer, arrêtez. Là, il faut le recul. Ce Saturday Night Shift, il faut se calmer un peu. On s'est fait appeler pour fièvre. Il faut prendre un peu de recul, ne pas faire de bilan systématique, ne pas faire d'antibiothérapie systématique. Il faut rechercher un foyer, certes, parce que là, si vous avez fièvre plus foyer, c'est autre chose. Et il faut surveiller le patient, voir s'il apparaît un foyer. Il faut surveiller le patient, voir s'il apparaissent des défaillances. Traiter la fièvre, c'est-à-dire la fièvre comme symptôme à traiter, comme paramètre à corriger en réanimation. Les urgences, les vraies, les hyperthermies malignes, ces hyperthermies à plus de 41 degrés, notamment l'hyperthermie maligne. Ici, dans la salle, quelqu'un en verra et quelqu'un devra en gérer une, ça c'est sûr. Le syndrome malin des neuroleptiques, le syndrome sérotoninergique, c'est sûr. Le contrôle ciblé de la température avec mesure agressive, monitoring agressif se fait en réanimation, c'est des indications particulières, comme un post-arrêt cardiaque, même si on verra à l'avenir, traumatisé crânien grave, certains AVC état de mal. La fièvre infectieuse, plus ou moins sepsis, plus ou moins patient au choc septique, on ne comprend pas bien encore s'il y a un intérêt. La fièvre est peut-être le témoin d'une réaction immune adaptée. Peut-être que de la BC est possiblement délétère, ça on n'en sait rien. On n'a pas regardé si on changeait l'immunité des fièvres infectieuses qu'on traitait. Ça, personne ne l'a encore fait. C'est sans doute l'avenir, c'est de réussir à comprendre ce qui se passe sur un plan immunitaire. Et par contre, vu que les études de traitement de la fièvre chez les patients infectés en réanimation n'ont montré ni bénéfice ni vraiment d'effet délétère. Si elle est mal tolérée, entraîne une tachycardie chez un patient cardiaque qui ne la supportera pas bien, on peut la traiter, c'est assez inoffensif. Et on peut aussi traiter quand cette fièvre devient un inconfort pour le patient patent. On met des antalgiques pour la douleur, on peut mettre un antipyrétique pour l'inconfort du patient qui est quand même important en réanimation. Donc, vous en savez autant que moi sur le Saturday Night Fever, en tout cas le Saturday Night Shift Fever. Vous aurez cet appel. Réussissez à prendre un petit peu de recul quand vous aurez cet appel. On l'a tous, on l'a parfois de multiples fois en garde. Ce sont un peu là les messages que je voulais vous faire passer. Je vous remercie.